Et finalement, que souhaitez-vous que vos auditeurs retiennent? Sur quoi est-ce que vous voulez vous concentrer? C'est quoi le 80-20 de votre présentation? Mais bon, vous vous doutez bien, on peut avoir un très beau discours et être naze dans son pitch. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un lundi pro Durasso. C'est le 5e lundi pro Durasso de l'année. Je suis Delphine Brosseau et je suis directrice déléguée Durasso et je suis en compagnie de Maxence de la Fouchardière. Bonsoir Maxence. Salut Delphine, bonsoir à tous. Alors, un petit mot sur le Rasso pour commencer. Vous êtes certainement nombreux à nous connaître et à être membres de l'association, mais voilà, il y a d'autres personnes aussi. Et donc, en quelques mots, le Rasso, c'est l'association des aînés et anciens guides des scouts d'Europe. Et nous sommes là pour accompagner tous ceux qui ont fait du scoutisme dans la fidélité à leurs promesses, susciter, faire en sorte que chacun continue à vivre cette fraternité scout et cette entraide fraternelle et puis soutenir le développement des guides et scouts d'Europe. Et donc ce soir, on vous accompagne dans votre vie professionnelle et pas seulement. Exceptionnellement pour ce lundi pro du Rasso, on fait un petit pas de côté parce que la thématique d'aujourd'hui peut vous intéresser pour votre vie professionnelle, mais peut aller bien au-delà, puisque nous allons parler d'art oratoire, de la façon dont on peut réussir un pitch, être passionnant, convaincant et briller sous les projecteurs. Et ça, en effet, ça peut se vivre dans sa vie professionnelle, mais aussi quand on est engagé pour une association, quand on cherche des dons, quand on a un projet personnel à présenter, etc. Donc voilà le thème de ce soir. On va vous donner toutes les clés pour apprendre à pitcher avec succès. Et pour ça, nous avons donc Maxence de la Fauchardière avec nous. Maxence est un habitué des webinaires et des lundis pro du Rasso. Merci beaucoup, Maxence, pour ta fidélité. Alors, en quelques mots, tu es donc un expert des ressources humaines, puisque ça fait une dizaine d'années, plus de 10 ans que tu travailles dans ce domaine-là. Tu as fondé le cabinet Blue Perspective il y a quelques années maintenant. Donc, tu es à ton compte maintenant, mais tu as fait beaucoup de recrutement et de RH dans des startups. Et puis, tu as aussi une activité de coaching et c'est notamment avec cette corde à ton arc que tu es avec nous ce soir. Tu fais pas mal d'accompagnement, notamment en transition professionnelle et d'accompagnement personnalisé. Voilà, l'introduction est faite. On va pouvoir démarrer. Maxence, la parole est à toi. C'est parti. Je vais Bon, juste ben, mettre en place, pardon, le... vas-y, vas-y. Hop, Merci beaucoup, merci chère Delphine. Et bonsoir à tous les amis. Je suis ravi en plus là avec un magnifique PowerPoint repris par Delphine et Jean-Baptiste, je crois. Donc merci beaucoup. Oui, et puis moi je suis aussi prof sur la thématique de l'art oratoire dans certaines écoles. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que je viens vous parler du pitch. Donc en effet, le pitch, ben oui, finalement, pitcher, c'est promouvoir, c'est donner envie, c'est vouloir vendre, et ça peut être sur plein de choses. Son parcours, son projet, son assaut, finalement, il y a beaucoup de thématiques dans le pitch. Et finalement, savoir être convaincant dans ces différentes thématiques. Voilà, donc on va parler un petit peu de tout ça. Slide suivante, s'il te plaît, Delphine. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux bouger direct. Non, tu peux. Alors, le plan va être très simple. On va parler tout d'abord du plan. Voilà. Le plan de son pitch, suite à quoi on va parler du discours. Et enfin, nous allons parler du paraverbal et du non-verbal. Donc, on va venir un petit peu méthodiquement, tout d'abord en parlant de la structure, puis du discours, et enfin, donc tout ce qui est à côté. Voilà. Alors, voilà, cette phrase que je répète à travers tous mes webinaires ou toutes mes formations, mais évidemment, un des points primordiaux de votre prise de parole, c'est le but de votre discours. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Eh bien évidemment, la première question à vous poser, c'est, mais finalement, qu'est-ce que je veux à travers cette prise de parole? C'est quoi mon objectif? Et c'est là, finalement, où on va se poser, de cela va découler différents points, notamment quels sont les enjeux du public.
Est-ce que finalement le public souhaite être informé ou est-ce qu'il souhaite prendre une décision? Et c'est là où on peut faire le distinguo entre un pitch, où on est censé aider les personnes à prendre une décision, on est là pour promouvoir ses idées, et simplement de l'information. C'est compliqué de pitcher quand on est simplement sur de l'information. Donc, quand on est là pour pitcher, on est là pour accompagner, pour promouvoir ses idées. Et on n'est pas là pour rester, pour garder un flou artistique entre différents points. Donc, une présentation à l'école, si vous êtes parmi vous étudiants ou en entreprise, si vous souhaitez présenter quelque chose, ça n'est pas nécessairement un pitch. Et c'est là où j'attire d'ailleurs votre attention, c'est une opinion très personnelle. Euh, Vous aurez sûrement beaucoup plus d'impact en entreprise ou même dans votre vie de tous les jours en vous mouillant un peu plus, en disant, moi je pense qu'il faut faire ceci et en donnant les différents points, plutôt qu'en disant, voilà, je vous donne cette possibilité, ceci, cela, et ne pas prendre de décision. Ça, c'est vraiment une idée personnelle. Mais donc, pour récapituler, quel est votre objectif et quel est l'enjeu du public? C'est qui le public en face de moi? Est-ce qu'ils connaissent mon domaine? Est-ce qu'ils ne le connaissent pas? Est-ce qu'ils ont de l'argent? Est-ce qu'ils n'ont pas d'argent? Voilà. Par moment, notre public pourra être extrêmement différent. Et c'est OK, en fait. Mais c'est simplement vous dire, est-ce que dans le public, tout le monde connaîtra les acronymes que je vais utiliser? Est-ce que tout le monde sera au courant de tout ça? Et tout ça, ça va vous aider évidemment à adopter la bonne posture. Donc voilà, extrêmement important. Quel est l'objectif et quels sont les enjeux de votre public? Je présume que peut-être là, vos enjeux, ben, c'est simplement de vous former au pitch, mais à l'intérieur de vous autres participants, amis participants, peut-être que certains viennent là pour pitcher une boîte, pour pitcher, pour faire des présentations à l'oral, donc avec chacun des choses différentes. On dit même parfois que si c'est un pitch extrêmement important et que vous avez le temps, vous pouvez très bien sonder les différents participants pour comprendre leurs attentes et comprendre leurs problématiques, pour pitcher juste. Donc voilà, le rapport avec le public est extrêmement important. Autre point qui découle de tout cela, quelles actions souhaitez-vous que vos auditeurs fassent suite à votre présentation? Est-ce que peut-être vous contacter, vous envoyer un email et tout ça, ça va vous aider à découler à ce que votre argumentation coule de tout cela, découle de tout cela. Quelles émotions souhaitez-vous transmettre? Je vous raconte une petite histoire. J'ai échangé avec un de mes potes qui fait des sites internet pour différentes entreprises. Une des premières questions qu'il pose quand il doit rédiger une page, c'est sur ton site internet, quelles sont les émotions que tu veux voir paraître? Et oui, évidemment, on est des êtres d'émotion. Ça joue tout autant que les mots. Donc faites-y attention. Et finalement, que souhaitez-vous que vos auditeurs retiennent? On a YouTube, on a nos téléphones avec des messages WhatsApp toute la journée, on est pris dans nos pensées, ah, ma liste de courses, ah, j'ai ma béchamel sur le feu, ah, mais je sais. Et voilà, et donc du coup, on est tout le temps pris dans nos pensées. Et donc finalement, sur quoi est-ce que vous voulez vous concentrer? C'est quoi le 80-20 de votre présentation? Et finalement, que souhaitez-vous que vos auditeurs retiennent? On a YouTube, on a nos téléphones avec des messages WhatsApp toute la journée, on est pris dans nos pensées, ah, ma liste de courses, ah, j'ai ma béchamel sur le feu, ah, mais je sais. Et voilà, et donc du coup, on est tout le temps pris dans nos pensées. Et donc finalement, sur quoi est-ce que vous voulez vous concentrer? C'est quoi le 80-20 de votre présentation? Et comme on dit souvent, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc, pouvoir insister, pouvoir répéter même sur certains points, ça va évidemment vous permettre d'obtenir donc plus d'impact dans votre prise de parole. Voilà, donc extrêmement important, vous posez la question du but de votre pitch. Donc, maintenant, finalement, on est au courant, on se dit, mon objectif, c'est ça. Les enjeux des personnes en face de moi, c'est ça. Eh bien, on va tout de suite dans quelle est la structure de mon discours, de mon pitch? Comment est-ce que j'organise tout ça?
Et je commence par cette phrase que je trouve incroyable, la simplicité, c'est la sophistication suprême. Et souvent, être concis, être simple, c'est ce qui nous permet d'être percutant. Peut-être certains d'entre vous, les plus âgés, ont l'image en tête de la page Yahoo avec des milliards d'articles dans tous les sens. Je la reprends tout le temps, cet exemple. Et à côté, on a le truc Google avec le simple barre de recherche. C'est simple, c'est efficace. La page Yahoo, elle est toute dégueulasse, il y a des articles partout, on ne sait pas où mettre son regard. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le pitch. Donc, on a son objectif, on a tout ça, on se dit, il faut que ça soit simple. Donc maintenant, on va construire ses arguments en fonction de ses interlocuteurs. Et c'est là où c'est important de se mettre dans les pompes de ses interlocuteurs. À quoi ils pensent? Ils réfléchissent à quoi? Même si c'est des interlocuteurs très différents. Comme je vous ai dit, pourquoi ne pas en interroger certains pour comprendre leurs problématiques? Et évidemment, savoir sélectionner justement les arguments. Voilà, il y a ce qu'on appelle le paradoxe de l'orateur aveugle. Pour ceux qui ont envie de pousser un peu plus loin ces sujets de rhétorique, il y a un très bon bouquin qui est le bouquin de Clément Viktorovitch qui parle de ce paradoxe de l'orateur aveugle. C'est quand l'orateur choisit lui-même les arguments qui l'ont convaincu. Mais finalement, il ne va pas prendre en compte les arguments qui vont convaincre les autres. Et ça, c'est extrêmement important de faire le distinguo. Vous, ce qui vous a convaincu ne sera pas nécessairement ce qui va convaincre les autres. Ça paraît absolument évident, mais pourtant peu de gens le font. Donc, n'hésitez pas à tester un pitch si vous avez du temps, si c'est important. Testez-le, testez-le, demandez les réactions, qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui n'est pas clair, ayez des réactions. Et finalement, je vous pose, cher auditoire, la question, combien faut-il d'arguments pour être percutant ou pour, enfin, même quel est le bon nombre d'arguments pour convaincre? N'hésitez pas à répondre si vous le souhaitez, mais je serais curieux d'avoir votre avis. Combien faut-il d'arguments pour convaincre quelqu'un? Si vous en avez trois, Alors, Constance. 3 pour Ah, Constance. Constance, ça me fait plaisir en plus. Ravi que tu y assistes. Voilà, deux. Et bien, finalement, il n'y a pas de bonne réponse. C'était la question piège, hein. Mais voilà, non, mais c'est sûr. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, comme nous disent nos amis d'outre-Manche et outre-Atlantique, c'est le unique selling point, le point de vente unique, c'est extrêmement puissant et c'est extrêmement percutant. Mais parfois, avoir trois arguments, c'est extrêmement puissant, et parfois, en avoir un, c'est extrêmement puissant. Et il y a un effet, comme on dit, de dilution. Plus vous en dites, plus la puissance de vos arguments va se diluer. Et voilà. Bon, après, si vous voulez aller creuser plus loin, il y a ce qu'on appelle même l'ordre nestorien des arguments, finalement, où vous allez mettre un argument fort, un argument moyen, un argument fort. Mais, enfin voilà, on n'est pas là pour faire de l'expertise, on s'en fout. Simplement, essayer d'être le plus concis et le plus simple et le plus court possible. N'en dites pas trop. Ou alors dites moins mais mieux. On va en parler tout à l'heure. Slide suivant, s'il te plaît, Delphine. Merci beaucoup. Alors oui, je vois que c'est l'introduction qui a Oh, été mise à cette place-là. Voilà, oui, parce pardon. non, mais c'est pas grave. En fait, c'est un bon point d'ailleurs. En fait, quand on commence, quand on rédige son discours, on fait les arguments, puis la conclusion et enfin l'introduction. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi me direz-vous? Eh bien oui, on ne va pas rédiger son introduction alors qu'on ne sait pas encore ce qu'on va dire et comment on va conclure. L'introduction vient justement introduire nos propos. Donc c'est pour ça que c'est important de voir ça. Simplement, la conclusion, quand on est dans le cadre d'un pitch, vous pouvez évidemment ajouter des nuances, ajouter plus de complexité à tout ça. Il faut tout d'abord annoncer que l'on conclut. Beaucoup de personnes auront complètement décroché du discours, clairement. Et donc, dites, je conclus, qu'on délimite bien.
en conclusion de ce propos. C'est extrêmement important pour faire cette délimitation. Puis, on va rappeler le message simplement avec un chiffre, et pourquoi pas avec un chiffre ou une phrase en particulier. Et enfin, proposer un appel à l'action si nécessaire. Voilà, appel à l'action, contactez-moi, etc. Voilà la conclusion. Mais on ne va pas passer trop de temps sur la conclusion, mais juste que vous compreniez une trame un peu classique pour résumer ces propos. Et enfin, par rapport à l'introduction, chère Delphine, voilà, exactement. Alors, l'introduction, c'est extrêmement important dans le pitch. Comme dit une chanteuse, une personne qui m'a formé, moi, pour donner des formations, qui était chanteuse lyrique, qui me dit, souvent votre auditoire va se souvenir de votre entrée en scène et de votre sortie de scène. Et au milieu, il aura tout oublié. Mais c'est clair. Et donc, l'introduction, en plus, si vous intéressez au biais cognitif, à tout ceci et tout cela, c'est ce qui va donner une bonne première impression. Et même si vous êtes un peu moins bon par la suite, si vous avez fait une très forte impression au début, ça va être hyper puissant. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention? Je vous pose la question. N'hésitez pas à participer si vous avez des petites idées. Je laisse un petit peu de temps, mais selon vous, comment est-ce qu'on capte l'attention au début? Bon, je ne vous demande pas de vous déguiser en clown, hein, mais euh, raconter une histoire, très juste. Oui, avoir une intonation dynamique, clairement, bien sûr. Merci. On donne un chiffre important, la gestuelle, etc. Exactement. On va parler un petit peu du non-verbal après. Donc c'est pour ça que j'ai très envie d'en parler, mais on va parler du non-verbal après. Mais en effet, capter l'attention, ça passe, pourquoi pas, par raconter une histoire. On fait appel aux émotions, on fait appel aux souvenirs. En fait, c'est vous dire, c'est constamment, pour moi, l'art oratoire, c'est le combat de essayer d'avoir l'attention des gens, quoi, qui est extrêmement exigeante à avoir. Parce que, ben oui, encore plus maintenant, on dit c'est compliqué pour nous de nous concentrer. Donc, avoir l'attention. Et pour avoir l'attention, en effet, un ton, une histoire, je me souviens, machin, et puis on se met à parler d'un truc où 31% des machins, mais oui, évidemment que ça parle plus. Et essayer de parler, pourquoi pas, aux émotions. Puis, rappeler l'enjeu du public. Pourquoi est-ce que c'est important pour le public de vous écouter? L'objectif de votre discours, donc comment est-ce qu'on va couvrir cet enjeu? Et enfin, le plan et les règles du jeu. Typiquement, je ne sais pas, moi je faisais pas mal cet exercice avec des étudiants quand ils devaient se pitcher eux-mêmes. Par exemple, je me souviens d'une personne qui s'était pitchée sur un job de commercial. J'ai échangé avec ma mère qui me disait que pour elle, un bon commercial, c'était un beau parleur. Eh bien, permettez-moi de vous dire que je suis en total désaccord avec ça. Un bon commercial, selon moi, c'est quelqu'un qui écoute, qui comprend. D'ailleurs, si bien que cette étude a été prouvée par tel ou tel cabinet de conseil qui a montré que les meilleurs commerciaux étaient avant tout ceux qui écoutaient bien. Je suis devant vous, chers responsables commerciaux, parce que, je ne sais pas, je vous propose une formation à l'écoute active, enfin, ouais, j'en sais rien, mais typiquement, vous comprenez l'impact d'avoir et la puissance d'avoir une bonne histoire ou un chiffre. Plus on rappelle l'enjeu, donc pourquoi est-ce que c'est important d'écouter? Typiquement, si c'était une formation sur l'écoute active, ben oui, on se rend compte que c'est difficile aujourd'hui d'être un bon commercial, c'est très compétitif, vous avez des difficultés, j'en sais rien. Puis, mon discours est de vous montrer, je sais pas, pourquoi est-ce que c'est important de faire de souscrire à ma formation d'écoute active. Pour cela, je vais vous parler de trois points principaux. Le premier point, c'est en quoi l'écoute active augmente les performances commerciales. Deuxièmement, que je vous donne des cas pratiques, que je vous donne des réalisations que j'ai pu faire auprès de mes clients. Et voilà.
Enfin bon, c'est pourri, je l'invente, mais c'est juste que vous ayez un peu les grandes idées. Donc, là, globalement, vous êtes à une étape où vous avez réfléchi. C'est quoi l'objectif de ma presse? C'est qui les gens c'est qui les gens en face de moi? Je parle très mal, c'est la fin de journée. C'est quoi leurs enjeux? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce que je veux leur faire faire à la fin de ma présentation? Une fois qu'on a fait ça, on a réfléchi aux arguments qu'on veut. Les arguments, enfin en tout cas aux grandes idées d'arguments, les arguments, il faut que ça soit puissant, donc ne pas trop en dire, ne pas trop diluer son propos. Puis, on a rédigé sa conclusion. Et enfin, on a réfléchi à son introduction. N'hésitez pas à bien détailler, pourquoi pas, même à apprendre, s'il y a un truc à apprendre par cœur, c'est son intro et sa conclusion. Le reste, on pourra déblayer dessus. Donc ça, globalement, la structure du discours. Est-ce que tu peux aller à la slide suivante, Delphine? Merci beaucoup. Comme je vous ai dit, une fois qu'on a vu tout ça, maintenant, c'est le corps du discours, ce qu'il y a dans nos propos. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dites moins mais mieux. Souvent, l'écueil que je vois chez les étudiants que j'accompagne quand ils me font leur petite présentation, c'est que ils vont avoir tendance à mettre plein d'arguments et donc du coup à raconter des histoires. Enfin voilà, on va mal comprendre la structure du propos. Donc moi, je vous propose de vous centrer sur quelques arguments simples, compréhensibles, et vous centrer dessus. Et une fois que vous êtes centré dessus, ben, les étayer. Donc un argument qu'on détaille pendant quelques temps, plutôt que 10 petits arguments qu'on détaille mal. Extrêmement important comme point. Et voilà, faciliter la compréhension des autres. Il faut rassurer votre auditoire et il faut les tenir éveillés. C'est pour ça qu'annoncer son plan, ça va rassurer votre auditoire. En première partie, je vous proposerai ça, en deuxième partie, ceci, et enfin, troisièmement. Et en lien avec ça, il faut poser des flags de votre plan dans votre discours. Des flags, donc je sais pas, des drapeaux, je sais pas s'il y a un terme, mais c'est rappeler votre plan. Mon premier point est ce point-là. Enfin, en première partie, je vous parlerai de ça, en deuxième de ça, en troisième de ça. Mon premier point est de vous parler de ça. En conclusion de mon premier point, je vais vous dire ça. Maintenant, passons au deuxième point. Ça va vous permettre de rassurer les gens qui sont en face de vous et de les maintenir éveillés et conscients de votre argumentation. Moi, je trouve que c'est extrêmement puissant. Ça permet être quelqu'un qui pitche bien, c'est être un bon pédagogue, je trouve. Donc, utiliser des mots simples. Alors ça, c'est vraiment, et comme je vous dis, ça va avec les enjeux. Les acronymes à la con que personne ne comprend, c'est vraiment à bannir. Je me rappelle d'une histoire. Le directeur commercial, quand j'étais dans une entreprise, nous faisait une présentation, nous, juniors, qui venions d'arriver. Et pendant 10 minutes, il s'était mis à parler, il avait utilisé des mots, et beaucoup, on n'avait pas compris. Et il y avait un étudiant, un junior comme moi, assez courageux, super sympa, qui avait, excusez-moi monsieur, mais j'ai pas beaucoup, j'ai pas vraiment compris ce que vous avez dit. Et beaucoup de gens d'ailleurs se seraient tus, parce que souvent d'ailleurs on n'ose pas dire quand on ne comprend pas. Mais enfin voilà, mettez-vous à leur place. C'est de la délicatesse de vous mettre à leur place. Que finalement, la réflexion soit la plus simple possible pour les gens autour de vous. Que finalement, moi j'ai un peu cette image d'une réflexion qui surfe sur la vague. C'est simple à comprendre, les mots sont rapides, on n'a pas à se faire des mots au cerveau, c'est simple, c'est agréable, c'est compréhensible, c'est comme un bonbon qu'on prend. C'est simple, c'est agréable. C'est vraiment hyper important. Voilà, éviter les mots valises. Les mots valises sont, bon, Delphine le connaît bien puisque je l'utilise tout le temps, mais le mot dynamique, voilà, ben, dynamique, ça veut dire un truc comme ça veut dire un autre chez quelqu'un. Donc, plutôt que de dire on est une entreprise ambitieuse,
on est une entreprise qui, je sais pas, on était tant de personnes il y a 2 ans, maintenant on est tant, on est à tant de chiffre d'affaires, maintenant on est à tant et on veut faire fois tant l'année prochaine. Ça parle évidemment beaucoup plus aux personnes plutôt que des mots valises qui finalement veulent dire quelque chose pour quelqu'un et dans la carte du monde d'une autre, ça ne veut dire vraiment autre chose. Une autre manière, c'est aussi donc d'utiliser une méthode en entretien de recrutement que moi je propose souvent, c'est le contexte action-résultat. Quel est le contexte de votre histoire? Quelles ont été les actions que vous avez menées et quels ont été les résultats qui en ont découlé? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas trop en dire. Donc là, je vous ai parlé d'arguments très rationnels. D'ailleurs, en rhétorique, il y a beaucoup de gens qui ont étudié tout ça, qui ont classifié les arguments. Bon, voilà, clairement, je ne les connais pas toutes, ces classifications, mais pour moi, je trouve qu'il y a vraiment ce côté très rationnel des arguments qui fonctionnent bien avec des chiffres, des données, mais il y a évidemment jouer sur les émotions. Une histoire. Moi, je me souviens toujours de métaphores qu'on m'a fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, d'histoires qu'on m'a racontées, alors que des chiffres qu'on m'avait donnés, je ne m'en souviens plus. Donc, une histoire de l'émotion des métaphores vont souvent avoir beaucoup plus d'impact. Après, voilà, on pourrait creuser le sujet des métaphores. Moi, c'est un sujet qui me passionne. La métaphore, c'est même beaucoup plus utilisé en hypnose pour faire avancer quelqu'un, pour l'aider à prendre des décisions, à changer intérieurement, à, à- à questionner ses croyances. La métaphore, le pouvoir de la métaphore, le pouvoir de l'histoire. Je vous invite à vous renseigner sur si vous avez un peu de temps, sur les histoires que racontait Milton Erickson quand il guérissait des gens par la parole. Donc, c'est prodigieux, Milton Erickson. Donc c'est l'inventeur de l'hypnose ericksonienne, pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà. Donc finalement, là, vous avez un peu le discours, le tout ça. Mais bon, vous vous doutez bien, on peut avoir un très beau discours et être naze dans son pitch. Mais bon, vous vous doutez bien, on peut avoir un très beau discours et être naze dans son pitch. Donc, le non-verbal, bon, je ne sais même pas d'ailleurs si c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est tout ce qui est à côté. L'entrée en scène, c'est hyper important. Hyper important. Comme on dit, on n'a qu'une chance de faire une bonne impression. Je crois que c'est un truc comme ça. Euh, L'entrée en scène, moi, ce que je vous propose, peut-être pas ceux d'entre vous verront de quoi je parle. La personne, pour ceux qui vont à l'église, la personne qui arrive devant son pupitre et qui va tout de suite, tac, 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 il fait sa petite genuflexion ou pas, et il se met devant son pupitre et il se met à parler tout de suite. Il ne laisse même pas une millième de seconde, hop, il parle. Moi, ce que je vous propose, on arrive devant son pupitre ou devant un discours ou n'importe quoi, ou devant sa présentation, on attend 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes si on veut. On regarde les gens autour de nous et on parle. Ça change tout. C'est en termes de charisme et de puissance et d'impression, c'est une petite chose qui change absolument tout. Ça montre, je pense que j'ai jamais étudié ça en détail, mais pour moi, ça montre que c'est vous qui avez le contrôle. C'est pas les autres. C'est vous qui décidez quand ça commence et que vous êtes confiant. Et d'ailleurs, souvent, on a tendance à surinterpréter le temps qui passe pendant 1 seconde quand on est sur le pupitre. On a l'impression qu'il y a une année qui s'est écoulée. Mais non, simplement quelques secondes. Donc voilà, c'est extrêmement important. Alors les silences, notamment pour ceux peut-être qui ont peut-être plus de peut-être plus de difficultés à gérer leur débit de parole. Peut-être certaines personnes qui parlent très vite, ou alors les gens qui font des des comme ça. Le silence, il faut l'apprivoiser. Le silence, ça fait partie.
de la prise de parole. Un silence, ça va donner beaucoup de puissance, beaucoup d'impact à votre prise de parole. Et le silence va aussi vous aider à reprendre votre rythme, à donner de l'impact, à mettre en valeur certains points. Pendant un silence, même si vous avez du mal à mesurer le silence, un truc que je trouve intéressant, c'est de prendre une respiration ventrale. Alors, je ne suis pas un expert du fonctionnement du corps par rapport à ça, mais on dit que le corps humain fonctionne un peu comme un instrument de musique. Et finalement, notre diaphragme, finalement, plus il se remplit, plus il y a de résonance. Enfin, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, j'ai vu une vidéo, mais je vous en parle sûrement mal là-dessus. Mais finalement, faire, pour vous forcer à faire un silence, si vous avez du mal à en faire, peut-être une bonne respiration ventrale. Ça va vous aider à reprendre le rythme. Le regard. Le regard, c'est l'instrument de l'orateur. C'est extrêmement important, le regard. Le regard, souvent, d'ailleurs, j'écoutais quelque chose par rapport à ça, on va calibrer nos propos en fonction du regard et notre rythme et notre tonalité. Donc, l'orateur doit être connecté au public. Et pour se connecter, via les neurones miroirs, via tout ça, il y a des choses qui sont d'ailleurs naturellement, instinctivement, mais vous allez tout de suite vous synchroniser avec votre public. Si vous sentez, même par moments, vous allez voir des réactions, des gens qui ont, moi, je n'ai pas compris ce que tu as dit, vous allez ressentir des choses, vous allez voir qu'il va falloir moduler votre, euh, votre parole, qu'il va falloir évoluer, qu'il va falloir peut-être creuser certains points. Donc voilà, le regard, ça va vous aider à être en lien avec votre public. Et c'est extrêmement important. Donc, et puis le regard, en plus, poser son regard, c'est un pilier dans le charisme et dans la puissance de votre prise de parole. Poser un regard sur une personne, sur différentes personnes. Je crois qu'il y a différentes écoles. Certaines personnes vous disent de balayer du regard. J'écoutais la personne qui a fondé l'école de l'art oratoire qui dit, mais non, il faut regarder les gens. Il faut les regarder. Il ne faut pas balayer du regard. Moi, je suis enfin, intuitivement, sans l'avoir beaucoup étudié, je suis assez d'accord avec lui. Et je pense même parfois que si vous avez, ne serait-ce que même du stress en vous, je ne sais pas, même de la pression, même si vous avez un regard de stress, si vous regardez les gens, même si c'est peut-être plus compliqué, votre présentation aura beaucoup plus d'impact. Même si c'est plus dur, même si c'est plus exigeant. Voilà, respiration, je vous en ai donné. Ça permet de donner du rythme, de retrouver ses idées. C'est vrai. Quand on ne sait plus où on en est, on fait une bonne respiration ventrale et souvent, ça revient et ça permet aussi au niveau du rythme. Et enfin, la voix, voilà, varier les tons. Comme on dit, on ne change jamais assez de ton. Donc, toujours l'avoir en tête. Il faut que je change de ton. Pas être monocorde, voilà, on joue sur les tons. Et enfin, voilà, la posture, la gestuelle. On dit que souvent, il faut avoir des mouvements plutôt ronds. C'est ça ce qui est plus puissant. Euh, la gestuelle, c'est évidemment plus puissant comme ça, en ayant des mouvements plutôt ronds. Il y a un très bon TEDx, si vous vous intéressez à ça, d'une personne j'ai oublié comment elle s'appelle, qui parle de la posture du leader, qui fait le lien, enfin, c'est pas elle qui fait le lien, d'ailleurs, c'est des études scientifiques, que le fait de se tenir bien, en posture de leader, avec confiance, voilà, bah, tac, on est bien dans le sol, on a une gestuelle de confiance, et bien ça va réduire hormonalement parlant, l'hormone du stress, cortisone, je sais pas comment on dit. Et ça va même stimuler, chez les hommes et chez les femmes aussi, la testostérone qui est justement réducteur de stress. Donc finalement, vous dire que vous tenir bien en posture de leader, c'est pas qu'une question de montrer, c'est que ça agit même sur vos hormones et sur votre gestion du stress. Tenir en puissance. Voilà. Les pieds ancrés dans le sol, on dit globalement à peu près au niveau des épaules, mais enfin bon, je vous avoue que moi j'ai toujours fait. Enfin, soyons simples,
tenez-vous bien dans le sol, dans une position où vous êtes bien, des gestes plutôt arrondis, pas trop secs. Tenez-vous avec confiance, ça va réduire votre niveau de stress. Et regardez. N'hésitez pas quand vous avez tendance à aller trop vite ou autre, ou vous n'avez pas trop d'idées, faire une bonne respiration ventrale. Ça va vous permettre de revenir vers votre vers votre parole, de vous déstresser, de reprendre le rythme, d'éviter les aussi. Et voilà. Et travailler surtout votre entrée en scène qui est primordiale, qui va donner une grande impression sur vous. Voilà. Petite question, pardon, précision, Maxence. Le TEDx dont tu parlais, est-ce que c'est management, être en posture d'intelligence relationnelle? J'étais en train de chercher en parallèle parce que je trouvais ça intéressant. C'est pas Crois celui-là? pas. Je J'essaierai de crois que. trouver. Attends, c'est un truc, c'est en anglais. Attends, ouais, mais si tu veux, je Bon, pourrais regarder, mais ouais, et puis on enverra dans le mail aux participants ouais, avec le mais lien. Ça marche. il est top, très intéressant. Ok. Et puis voilà, bon, alors ça, c'est vrai que c'est un truc que je dis aux étudiants. Je fais moi-même plein de fautes de goût, hein, mais en gros, oui, on se synchronise aux gens. On va pas arriver avec un costume 3 pièces alors qu'on est dans l'industrie pétrolière et qu'en face de nous, bah, il y a des ouvriers. Enfin, évidemment, on se synchronise. Bon, ça, c'est des conseils que j'avais plutôt donnés aux étudiants. Je pense même que je devrais plutôt l'enlever je sais pas spécialement si ça a sa place, mais voilà, restez pas plus de 3 couleurs au plus simple. Si vous avez des doutes sur votre tenue, restez classique. Gourmet de chaîne, vous en pensez ce que vous voulez, mais en tout cas, ça peut parfois être un peu clivant ou certaines personnes peuvent avoir des réactions. Tenue, accessoires trop voyants, voilà. Bon, globalement, petit laïus par rapport à ça. Oui, mais c'est bien parce on a des étudiants que j'ai vus dans les inscrits, donc ça vaut le coup quand même. C'est pas perdu. Voilà. Et bon, petit exo de gestion du stress. Alors, il y a plein d'applis de cohérence cardiaque, mais une méthode que moi je trouve extrêmement puissante, c'est simplement d'expirer pendant 6 mesures. Puis, pendant 6 mesures, on n'a plus d'air dans son corps. On reste sans air pendant 6 mesures. Donc, une mesure, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, on inspire pour faire gonfler son ventre pendant 6 mesures. On reste avec cet air pendant 6 mesures, ainsi de suite. Donc, les 4 moments. On commence par tout expirer, 6 mesures. Plus d'air dans le corps, 6 mesures. On inspire pour faire gonfler son ventre et avoir une respiration ventrale pendant 6 mesures. On dit souvent même comme si on avait une paille pendant 6 mesures. Et enfin, on garde son corps rempli d'air pendant 6 mesures. Et on fait ça plusieurs fois. Bon, voilà, c'est une question. Mais après, voilà, beaucoup de gens disent même notamment que le trac, c'est une phrase qui est très connue, mais une étudiante qui disait à sa professeure, qui est une grande pro du théâtre, et moi, madame, j'ai jamais le trac. Et donc la prof lui répond, mais, tu sais, cher élève, tu auras le trac quand tu auras du talent. Voilà, c'est ce qu'elle lui dit. Bon, c'est un peu fort, mais globalement, enfin voilà, le trac, ça fait partie du jeu. Voilà. Moi, j'ai le track tout le temps. Bon, et puis quelques pistes, voilà, pour terminer. Voilà, Sarah Bernard, merci Karine. Le rapport avec le public, hyper important. La feuille, le truc, ça crée une distance par rapport au public. Avoir le bon état d'esprit, plus que toutes les techniques, même tout ce que je vous ai dit, peu importe. Si vous avez le bon état d'esprit, ça va tout changer. Donc, si vous avez fait une présentation parfaite, mais que vous êtes chiant et que vous êtes tout endormi et que vous n'êtes pas bien dans vos pompes, eh ben, c'est peut-être pas le bon moment de pitcher. C'est hyper important d'avoir de l'énergie, d'avoir la pêche. C'est communicatif et c'est souvent le plus important. Donc, plutôt que vous dire est-ce que je dois faire 1, 2 arguments, 3 arguments, non. Est-ce que quand je parle, je vais être engageant? Est-ce que je vais parler aux gens? Est-ce que je vais être dynamique? Est-ce que je vais être pushy? Et ça joue. Et voilà, je vous invite, chers amis, à lire parce que la lecture, ça va développer votre pensée, votre vocabulaire, votre manière de parler. Et quand on a une intuition et qu'on a des pensées qui nous viennent, mais qu'on n'arrive pas à décrire parce qu'on n'a pas le bon mot, et ben ça s'envole. Donc,
lisez les amis, ça va beaucoup vous aider. Enfin, devenir soi, être cohérent, voilà, c'est mes délires de développement personnel. Mais simplement, quand on est cohérent, qu'on devient soi, qu'on aime ce qu'on fait, et on sera beaucoup plus percutant et on aura beaucoup plus de puissance, on donnera beaucoup plus de puissance à notre pitch parce qu'on saura pourquoi est-ce qu'on pitch et pourquoi est-ce qu'on est aligné avec soi-même. Voilà. Je crois que c'est tout. Ouais, super. Merci beaucoup, Maxence. Génial. On Merci, va passer Lucienne. aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Et puis, sinon, dans l'onglet chat, je surveille de toute façon les deux. Alors, avant d'avoir les questions des auditeurs, il y en a déjà quelques-unes, mais voilà, je voulais revenir sur des petits éléments, Maxence, dont tu as parlé. Il y avait notamment sur les silences, qui est souvent, ou sur le débit de parole. C'est souvent un défaut qu'on retrouve régulièrement. Des gens qui parlent très très vite, des gens qui ont du mal à faire des silences, à faire des vraies pauses. Et j'en fais partie, c'est extrêmement dur pour moi. Est-ce que tu as des petites astuces pour arriver des exercices, enfin voilà, que ce soit pour se préparer en amont ou pendant un pitch, pour arriver à faire ces pauses, pour arriver à faire ces silences et pas être paniqué par le blanc, par le silence. Ouais. Euh, alors, je pense pas être un spécialiste sur la question de la gestion du silence. Franchement, c'est pas ma spécialité. En revanche, je suis sûr que beaucoup de gens en parleront beaucoup mieux que moi de cette partie-là. En tout cas, ce que je pourrais dire, c'est que de ce que je vois régulièrement quand je suis avec des élèves, les gens qui ont du mal à mettre du silence, souvent, euh, ils n'ont pas assez bien préparé leur prise de parole. Donc, c'est-à-dire que ils ont du mal à avoir un plan clair dans leur tête, euh, et savoir à quel moment est-ce qu'il faut mettre un silence. Parce que finalement, le silence, c'est quelque chose qui va impacter et donner de la puissance à votre discours. Donc, jauger, savoir quand est-ce qu'il faut mettre le silence, ça va beaucoup vous aider. De manière très concrète, je pense que le silence, il peut être fait via cette respiration ventrale. Par exemple, à la fin d'une phrase, à la fin d'une longue phrase, ou à la fin d'une démonstration, à la fin, on s'arrête, on prend cette respiration ventrale. Mais comment le faire? Je ne sais pas. J'ai pas vraiment, Delphine, de bonnes réponses, mais Non, mais enfin, respiration ventrale, ça me va bien. réponse simple, voilà, c'est ce que j'allais dire. Réponse simple, je trouve que la respiration ventrale, ça marche très bien et ça vous pousse à faire ces silences et bien connaître le plan et son argumentation Mm. pour saupoudrer de silence son discours au bon endroit. Ok, super. Merci beaucoup, Maxence. Alors, on a une question de Didier. Des conseils spécifiques pour une présentation en ligne. Oui, c'est vrai que on a de plus en plus des présentations et des pitchs en visio, voire en hybride, où on se retrouve avec un public en présentiel et un public en visio. Ouais, alors évidemment, tout va dépendre finalement de quel type de présentation, Didier. En tout cas, si c'est dans le cadre d'un pitch, m- je pense qu'il faut être encore plus, il faut presque un peu, ça c'est mon point de vue, je sais pas, j'ai pas étudié d'autres experts peut-être ce qu'ils peuvent dire là-dessus. En tout cas, moi je trouve qu'il faut accentuer sa présentation, accentuer son intonation, accentuer des choses qu'on ferait peut-être un peu moins en présentiel. Moi, je me rends compte souvent que quand je fais des présentations en visio pour essayer de maintenir l'attention, je fais plus de tonalité et je vais à la fois plus dans la simplicité et plus dans la simplicité des messages et j'ajoute plus de tonalité et de dynamisme à mes présentations pour maintenir mon auditoire engagé. Parce qu'il y a beaucoup plus de je pense que pour être percutant, vu qu'on a beaucoup plus de tentations quand on est en visio, il faut insister
plus sur les intonations, la voix, les messages clés, et en même temps être plus simple dans ses propos. Et pourquoi pas, évidemment, engager son public en posant, pourquoi pas, des petites questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que vous en êtes? Combien il faut d'arguments pour être percutant? Enfin, voilà, des petites questions de ce type. Voilà. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je vois la prise de parole dans ce genre de moment. Voilà. Ça marche. Une autre question, des astuces pour penser à changer de rythme ou de ton lorsqu'on a un ton trop monocorde. J'en ai pas. J'en ai pas de précise. Je pense que c'est toujours. Alors, de manière générale, je pense qu'on a tous un peu un point sur lequel il faut qu'on travaille dans ces prises de parole. Et je pense que c'est bien d'en être conscient et de se donner un peu comme un défi. Comme quand je forme les gens pour animer des formations, souvent, c'est quoi votre défi personnel quand vous animez cette réunion? Et toujours l'avoir dans un coin de sa tête euh, pour y penser tout au long de sa réunion. Peut-être se mettre un pense-bête, peut-être mettre ceci, peut-être mettre cela, pour y revenir régulièrement. Donc, pour moi, enfin voilà, moi je vous dirais ça, c'est être conscient donc déjà que c'est votre défi personnel et en lien avec ça, donc c'est peut-être pourquoi pas vous mettre des petites annotations ou des petites choses pour bien penser à changer de ton. Et voilà, et comme je vous ai dit, toujours avoir en tête, on ne change jamais assez de ton. On change jamais assez de ton et il faut toujours constamment avoir cette idée. Mais un autre truc important quand même, je m'en rends compte, c'est le regard. Le regard, ça va vous aider à adopter le bon ton. Si vous voyez que tout le monde s'emmerde parce que vous n'avez pas le bon ton, vous allez le voir tout de suite. Et vous allez beaucoup plus vous synchroniser. Par contre, si vous avez la barrière de la feuille et vous êtes en train de regarder votre feuille, vous n'allez pas voir les réactions du public. Alors que naturellement, en fait, votre cerveau, il est bien fait. C'est même des instincts primaires que de s'adapter à votre auditoire. Donc, simplement, regardez votre auditoire. Regardez votre auditoire et je pense que l'adaptation va être toute faite et toujours avoir dans le coin de votre tête, on ne change jamais assez de ton. Voilà. Ça marche. Merci Maxence, j'espère qu'on a répondu à vos questions, Ouais, c'est un peu Didier. Il y avait compliqué une petite... ces questions très. J'essaie de faire de mon mieux pour ces questions-là parce que c'est pas forcément ce que je maîtrise le plus. Après, c'est aussi, j'imagine, beaucoup enfin, de l'entraînement enfin, et voilà, Clairement. s'entraîner. Est-ce que de s'enregistrer et de s'écouter, ça peut aider? Oui, Ou de se je pense. filmer? En fait, j'ai quand même. Je pense que ça peut aider, mais j'ai un peu de. Je pense que c'est mieux, c'est beaucoup plus simple en tout cas de s'entraîner avec quelqu'un si on en a le loisir, si on a la chance d'avoir quelqu'un, parce que on n'a pas de retour. Et finalement, quand on est devant sa caméra, devant sa webcam, c'est très compliqué de parler, de garder le rythme. Pour ceux qui ont déjà essayé de se filmer, je trouve que c'est assez exigeant. Donc, évidemment, plus simplement, idéalement, c'est de s'entraîner avec quelqu'un. Mais oui, la vidéo, ça peut vous permettre évidemment de vous améliorer, de voir certaines choses. Mais là où quand même j'attire votre attention, c'est que souvent on est très dur par rapport à soi-même sur certains points qui ne sont pas toujours vus par les autres de la même manière. Parce que voilà, quand on se juge soi-même, on est très dur sur certaines choses et on a du mal à être objectif. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple, en tout cas si c'est une présentation à impact ou à enjeu, de s'entraîner face à quelqu'un. Mais la vidéo, c'est évidemment quelque chose de pratique. Mais ça a vraiment ses limites, selon moi. Ok, ça marche. Alors, il y avait une petite précision de Didier. Euh, avec des conseils pour les supports éventuels, au-delà d'éviter trop de textes et les longues listes de bullet points, le grand tableau est lisible. J'aime bien les séries d'images que l'on commande pendant une vingtaine de secondes en mode pécha coucha. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Tu sais ce que c'est, toi, Maxence, ou pas? J'ai demandé à Didier de préciser.
Attends, je vais regarder. Oui, je vois pas ce que Euh, c'est. Et puis, il y avait une autre astuce qui était de... Ah oui, ça, c'était sur la gestuelle, très, très, très intéressant, d'éviter de faire le pingouin en se balançant d'un pied à l'autre. Ah Et c'est vrai oui, que ça, oui, c'est un oui. défaut qu'on peut avoir souvent. Oui, alors moi, alors, enfin, merci beaucoup, Didier. Moi, je vous avoue que j'ai pas de, comment dire, je pense pas qu'il y ait une méthode unique pour présenter quelque chose. Typiquement, je pense qu'il y aura évidemment des choses qui sont plus impactantes, mais si vous êtes à l'aise avec les mains dans les poches et que vous vous sentez à l'aise et que vous êtes confortable, bah, en fait, pourquoi pas? Enfin, et même si vous avez quelques bullet points et que vous aimez bien ça, le plus important pour moi aussi, c'est de vous sentir à l'aise. Euh, enfin, sauf si vous êtes absolument un grand professionnel de l'art oratoire, etc., ce que je ne suis absolument pas, mais vous souhaitez simplement être percutant dans votre prise de parole et convaincant, faites aussi simplement ce qui vous convient. Mais évidemment, Didier, je suis tout à fait d'accord. Les 50 000 bullet points, c'est horrible. Après, la présentation, c'est un support, encore plus quand on veut pitcher quelque chose, parce que cognitivement parlant, on ne va pas savoir où mettre notre attention. On va pas savoir où est-ce qu'on en est, etc. Donc, en effet, une image, un chiffre, c'est quelque chose souvent de très percutant. Et voilà, mais ne vous oubliez pas, faites aussi là où vous êtes à l'aise. Hein. Enfin, voilà. Ça marche. Super, merci, merci Maxence. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Eh bien, on a terminé ce webinaire. Un grand merci, Maxence, pour ton intervention. Merci Encore une fois, Delphine. on a appris plein de choses. Merci à toi. Merci à tous les participants. Et puis à très bientôt pour une prochaine conférence du RASO. Bonne soirée à tous. Salut Delphine, merci à tous.